Bonjour à tous, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur finalement de venir, ce qu'on m'avait demandé, apporter une forme de critique, positive ou négative, sur ce qui vient de vous être exposé. Et je trouve l'ouvrage finalement très difficile parce que dans la grande majorité de ce que vous venez d'entendre, j'abonde. J'abonde sur de très nombreux points et je ne vais pas justement essayer de faire une critique point par point parce que ce ne serait que sur des détails où j'aurais des choses à vous répondre. Mais lorsqu'on m'a demandé d'intervenir, on m'a dit réfléchissez, et c'est ce que vous avez rappelé tout à l'heure, non pas à proposer des solutions prêtes à l'emploi, mais imaginez. Faites la justice comme vous auriez envie qu'elle fonctionne. Réfléchissez et apportez-nous des éléments qui nous permettraient de dépasser finalement ce côté tellement pragmatique, ce côté tellement réaliste et ces renvois toujours que des magistrats, que des politiques peuvent nous faire sur nous n'avons pas les moyens, nous faisons comme nous pouvons, imaginer. Et finalement, lorsque vos premiers propos étaient, est-il pertinent de se poser la question dans un débat sur la République de la présence de la justice, je dis évidemment. Évidemment, la justice est ce qui va pouvoir permettre de garder finalement et d'encadrer toutes ces autres discussions que vous allez avoir par la suite, et l'économie également, tellement la justice a à faire avec des hommes et des femmes qui n'auront pas à un moment trouvé la voie de travail, qui à un moment ou à un autre vont voler pour manger, et vous en avez entendu parler dernièrement sur la presse, en effet l'écho autour de cet homme de 18 ans qui vole un paquet de riz et qui se retrouve condamné à 2 mois ferme. Vous avez après, là, 2 mois ferme de prison, vous avez vos questionnements autour de la citoyenneté, autour de l'éducation, et la justice est aussi le bout de cette éducation qui à un moment va laisser sur le bord de la route des garçons et des filles qui deviendront des hommes et des femmes qui n'auront pas forcément les bons réflexes, qui n'auront pas en tous les cas les comportements que la société attend d'eux. Donc oui, évidemment que la justice, alors on commence par ce thème-là, mais bien sûr que la justice dans repenser la République et sa présence au sein de notre République est importante. Vous avez également, et dans votre rapport introductif, et c'est finalement ce qui m'a interpellée aussi à l'issue de cette présentation que vous avez faite, M. Bocara, la croyance dans la perfectibilité de l'homme. C'est ce que j'ai entendu dans vos propos introductifs, et c'est cela, cette utopie que j'aurais envie finalement de porter devant vous, cette croyance dans la perfectibilité de l'homme, cette croyance dans l'homme. Et je suis, on vous l'a rappelé, avocate au barreau de Paris depuis un certain temps maintenant, depuis 1 an présidente de la section française de l'Observatoire international des prisons. Et dans cet exercice professionnel, et donc je n'ai pas forcément de capacité d'abstraction, et ce que je vais vous dire va être du pratico-pratique, dans ce que je vis au quotidien dans la défense d'hommes et de femmes soumis à ce rouleau compresseur qu'est la justice française actuellement et la justice pénale. Vous avez évoqué tout à l'heure que la justice ne fonctionne pas, et nous entendons Jean-Jacques Urvoas nous en parler, et ne nous parler que de ça finalement ces derniers temps, avec également des réformes autour du terrorisme, c'est ça, hein. On a la radicalisation en prison, le fonctionnement de la justice terroriste et les difficultés de la justice pour fonctionner correctement. C'est vrai que globalement, et nous n'en parlerons pas aujourd'hui parce que nous ne connaissons finalement au travers des médias que de la justice pénale, la justice dysfonctionne dans toutes ces matières en fait, hein, que ce soit la justice civile, que ce soit la justice prud'homale, mais elle est tellement moins porteuse de sang, de larmes et de crimes que finalement vous n'entendez toujours parler que de la justice pénale, et ça va être le propos qui a été détaillé et sur lequel j'ai l'intention de revenir. L'utopie, pour moi, dans cette croyance en la perfectibilité de l'homme, j'aimerais qu'elle ne soit pas qu'utopie, me fait dire que ce que je souhaiterais par-dessus tout, lorsque je parle à des magistrats, lorsque je parle à des procureurs,
ce serait finalement qu'on arrête cette référence ultime qu'ils peuvent avoir à la dangerosité et à cette référence de la récidive. Peut-être vous choquerai-je, mais on m'a dit que j'avais le droit, alors je n'hésite pas. Et à un moment où la parole des avocats, peut-être, vous en avez sûrement entendu parler avec une actualité brûlante cette semaine, où la parole de l'avocat peut-être, lorsqu'elle est trop excessive, ou jugée comme excessive, peut être bridée. Et vous avez sûrement entendu parler de notre confrère Bernard Ripert, qui s'est retrouvé hospitalisé d'office parce qu'on considérait que ces attaques virulentes contre l'État et contre la justice, eh bien, le rendaient fou. Eh bien, je n'ai pas peur de vous dire que cette référence prégnante et ce leitmotiv incessant des magistrats autour de « qu'allez-vous faire, monsieur, lorsque vous ressortirez de prison » ou « pourquoi ne vous enverrai-je pas en prison parce que j'ai tellement peur que vous récidiviez » doit cesser. Cette réflexion autour de la dangerosité criminologique, c'est le nouveau terme que nous employons depuis un certain temps qui est distingué de la dangerosité psychiatrique. Cette référence à la dangerosité criminologique qui finalement empêche les magistrats d'innover, empêche les magistrats de se dire et de croire en cette perfectibilité de l'homme et de croire en cette possibilité que si l'homme en face, vous lui donnez ce sentiment que vous avez confiance en lui, que vous allez pouvoir à un moment lui dire qu'il a des pistes, qu'il a des solutions, qu'il y a des moyens de le faire rentrer dans ce cadre dans lequel vous voulez qu'il rentre, cette croyance en la perfectibilité de l'homme, eh bien, ces magistrats préfèrent incarcérer, ces magistrats préfèrent mettre un bracelet électronique, ces magistrats préfèrent, parce qu'ils ont tellement peur, et c'est un autre point que vous avez évoqué, ils ont tellement peur de ce que les médias pourront dire, ils ont tellement peur de ce que l'opinion publique pourra penser du fait qu'ils auront remis en liberté quelqu'un de coupable, quelqu'un sur lequel ils ont tenté ou ils veulent tenter de faire autre chose et que l'éloigner de la société, l'incarcérer pendant les quelques mois, les quelques années, les quelques très longues années, pendant ce temps-là, on est quasiment sûr. Et on est sûr qu'il ne récidivera pas. Et j'aimerais finalement que cette réflexion autour de cette importance qu'a pris cette dangerosité criminologique puisse vous permettre de continuer aussi dans vos réflexions, parce que ça me semble, cette paralysie et cette société de la peur que vous évoquiez également, fait que nous sommes à le principe de précaution. Sauf que ce principe de précaution qu'on applique à des choses, que ce principe de précaution que l'on applique à des médicaments, que l'on va appliquer, on l'applique à des hommes, on l'applique à des femmes, parce qu'on refuse à un moment de croire qu'ils peuvent changer. Alors, vous me trouvez excessive, je dois dire et je veux dire que nous tombons aussi sur des magistrats qui ont cette conscience. Ne croyez pas que je fasse une très grande, enfin, que j'englobe tous les hommes et les femmes qui jugent. Dans ce propos, nous avons l'occasion de rencontrer des hommes et des femmes, des magistrats, des juges du fond, des juges de l'application des peines qui, à un moment, vont pouvoir sentir aussi cette perfectibilité et qui vont faire confiance. Sur les différents points, et finalement c'est un autre élément que je voulais revenir, mais qui découle lorsque vous évoquez la personnalité de ces magistrats. Très clairement, leur petit cocon, leurs 3 ans de formation au sein de l'École nationale de la magistrature, ils sont entre eux. 5 mois en début de carrière, en début de formation, ils viennent le passer dans un cabinet d'avocats. C'est vrai. Ils viennent nous voir, ils viennent travailler, ils viennent plaider parfois devant des juridictions au début de la formation. Et ensuite, ils font leur stage, et c'est normal. Et je trouve intéressant finalement que vous vous posiez ces questions autour de comment les former. Il faudrait presque aller plus loin. Et sont proposés à un moment que nous puissions, nous, avocats, avoir aussi une formation
commune, tronc commun, magistrats, avocats, que nous ayons une connaissance de leur métier et qu'eux aient une connaissance de notre métier. Parce que lorsque nous entendons ces éléments de défiance dans notre travail, nous d'avocats, lorsque les magistrats nous comparent à nos clients, lorsque les magistrats nous mettent sur écoute, lorsque les magistrats ordonnent des perquisitions dans nos cabinets d'avocats, parce que nous avons produit, et nous avons un confrère mis en examen dans une affaire, parce qu'il produit un certificat, une attestation d'hébergement d'un client dans le cadre d'une demande de mise en liberté qui s'avère être un faux. Et on nous demande à nous de contrôler finalement des pièces qui vont être remises à un magistrat, on nous demande de faire des vérifications qui ne sont pas en notre pouvoir, et on met en examen un avocat. Une défiance avocat-magistrat qui s'amplifie au fur et à mesure des années, en tous les cas ce que nous constatons. Vous avez évoqué, et je suis désolée, je vais oublier un certain nombre de choses, mais vous êtes avec une réflexion tellement large et tellement vaste et tellement intéressante que j'ai vraiment plein de choses à dire. Je vais essayer d'aller vite parce que je veux vous parler de la prison, évidemment. Je crois qu'effectivement, on ne peut pas se contenter aujourd'hui de dire on ne peut pas faire ou on fait au minimum parce que nous n'avons pas les moyens. Vous avez rappelé les chiffres du budget de l'État, et lorsque Jean-Jacques Urvoas, et c'est peut-être la seule chose avec laquelle en ce moment je suis d'accord avec lui, c'est vous dire, vient d'expliquer qu'on paye plus cher sa redevance télé et qu'on donne plus d'argent à la télé par Français chaque année qu'on ne donne d'argent à la justice. Les Français ont beau jeu finalement de se plaindre de la lenteur, de se plaindre du fait qu'il n'y a pas assez de juges, qu'il n'y a pas assez de greffiers, si tant est que les Français sachent ce que c'est que le greffier ou l'importance qu'il a dans le travail quotidien des magistrats. Eh bien, ils ont beau jeu, sauf qu'ils préfèrent finalement payer plus pour leur télé, pour ces médias qui vont relayer les faits divers, alors je ne sais pas si l'information a été vérifiée, mais j'ai entendu ça cette semaine dans une émission de radio, où finalement on allait avoir également une émission quotidienne de faits divers sur une grande chaîne du service public. Du fait divers. Du fait divers parce que c'est ce que l'on veut. On veut du sang, on veut des larmes, on veut du crime. Eh bien ça, je trouve ça véritablement problématique, qu'on accepte de donner finalement 150 € de redevance et qu'on n'accepte pas d'augmenter, de payer finalement plus des 120 € annuels par Français pour la justice, dont on se plaint du coût et de la lenteur. Je pourrais vous parler, évidemment, je ne sais plus combien de temps il me reste, je pourrais également, évidemment, vous parler, mais je l'ai déjà fait, du rôle des avocats de la défense, parce que c'est ce que nous voyons au quotidien, mais je crois que je l'ai fait quand même un petit peu au fur et à mesure. La prison, parce que je crois que je suis aussi devant vous en tant du fait de ma double casquette de présidente de la section française de l'Observatoire international des prisons. Et il est vrai que la prison est véritablement le bout de cette chaîne pénale que nous avons vue, le bout de cette répression étatique qui est faite à l'encontre des criminels et des délinquants. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez et les constats que vous avez pu faire. Même si là où je pourrais vous rejoindre, c'est dans finalement construisons plus de places de prison. J'ai cru entendre ça. D'accord. Très bien. Parce que j'avais cru comprendre cela à un moment et que je m'étais dit non, c'est impossible, c'est impossible. Construisons plus de prisons. Actuellement, les prisons que nous construisons sur le territoire national sont des prisons qui ne sont absolument pas financées intégralement par l'État, mais pas dans des partenariats publics-privés, comme d'ailleurs toutes les grandes constructions qui sont faites, que ce soit les hôpitaux, le fameux palais de justice de Paris que vous voyez à la porte des Batignolles. Donc nous avons du privé dans nos prisons. Nous avons du privé dans nos prisons. Alors, pas pour le moment, pas les missions de garde, les missions de surveillance et de direction des établissements, tout le reste est soumis à des grands groupes industriels français.
Là où je vais quand même, j'ai deux constats qui me semblent en revanche pas tout à fait justes sur le fait qu'il n'y ait pas de moyens pour mettre en œuvre des face-à-face victimes-auteurs. La réforme de Christiane Taubira a officialisé ce qu'on appelle la justice restauratrice et ça commence à se mettre en place. Alors, pas auteur et victime directe de l'auteur, mais rencontre entre des condamnés, des personnes condamnées et des personnes qui ont subi le même type de fait que l'auteur a commis. Nous avons aussi une expérience de prison non fermée à Casabianda en Corse, qui est avec même quasiment une vue sur la plage corse. Nous avons quelques expérimentations qui sont faites comme le centre de détention de Mont-de-Marsan qui a mis en place un programme Respecto, dont on ne sait pas encore tout à fait les contours, mais avec quand même des tentatives qui sont faites par l'administration pénitentiaire de répondre aux exigences européennes, oui. Il est très clair que la prison n'évolue que parce qu'il y a des juridictions européennes et la Cour européenne des droits de l'homme qui vient taper du poing à un moment pour dire ça ne peut pas se passer comme ça parce que nous avons des juges administratifs que vous avez décriés tout à l'heure par rapport à leur formation, mais qui à un moment ont eu le courage, que ce soit au Conseil d'État ou dans d'autres juridictions du tribunaux administratifs ou cours administratifs d'appel, de dire à l'administration pénitentiaire vous ne pouvez pas faire tout ce que vous souhaitez à l'intérieur des établissements parce que les personnes que nous vous confions vont ressortir un jour de prison et doivent sortir mieux que ce qu'elles sont rentrées. Et finalement, ce serait un propos, j'ai vraiment encore plein de choses à vous dire, mais comme un propos de conclusion autour de ce que nous voyons et de ce que nous constatons depuis un certain temps sur cette normalisation. Et j'en reviens finalement à ce propos sur la recherche de lutte contre la récidive. On ne veut plus de personnes qui ne rentrent pas dans un cadre. Lorsque les mesures d'aménagement de peine, lorsque les libérations conditionnelles ne sont octroyées que parce que le condamné doit pouvoir trouver un travail, ou au moins rechercher un travail. Ça, c'est une réforme. Vous avez cité Dati, c'est peut-être la seule chose que moi je considère qu'elle ait fait bien lorsqu'elle était au ministère de la Justice avec sa réforme pénitentiaire qui était évidemment encore trop, n'allant pas assez loin, mais qui à un moment a dit, bon bah ok, vous avez fait 6 mois de prison, vous êtes rentré, vous n'aviez jamais travaillé, ou vous avez fait 5 ans de prison, vous avez fait 20 ans de prison. Il y a un moment, il faut qu'on soit logique avec nous-mêmes. Du travail, vous n'allez pas en trouver si facilement compte tenu de, votre handicap social du fait de votre incarcération et de la crise que nous traversons depuis un certain temps. Alors ils se sont dit, tiens, l'intérim, ça pourrait passer, tiens, on pourrait faire des projets de recherche d'emploi. Sauf que nous avons, après, des magistrats qui ne veulent pas permettre à des personnes condamnées de sortir s'il n'y a pas un emploi, s'il n'y a pas véritablement une structure qui doit accueillir pour faire cette recherche d'emploi. Et donc encore là, eh bien, des normalisations finalement. Normalisation cadre qui est imposée pour préparer une sortie. Et alors, vraiment, j'en termine pour laisser place au débat. Je voudrais vous dire qu'une phrase m'a choquée quand même dans votre propos. Enfin, choquée. Sur votre dernier propos, quand vous dites « le primo-délinquant est récupérable ». Non, l'homme est récupérable, pas le primo-délinquant. Tous. Nous croyons en la perfectibilité de l'homme et qu'il soit multirécidiviste à un moment, il faut croire eh bien, qu'il pourra réintégrer, qu'il pourra revenir au sein de notre société en étant récupéré. Mais là encore, on rentre dans des... Enfin voilà, c'était juste parce que vous aviez évoqué, et vous l'avez dit, moi je crois que même un multirécidiviste, à un moment où on va lui tendre la main, vous allez me traiter d'angélique, vous allez me traiter d'utopiste, mais je suis là pour ça aussi. J'ai là envie de croire, et j'ai des exemples de personnes condamnées à de très longues peines, qui à un moment, dans un parcours de vie, vont avoir croisé une femme, un homme,
moi avoir croisé même des fois un surveillant, et oui je le dis, moi avoir croisé un directeur d'établissement qui à un moment va leur dire je vous fais confiance, je vous fais confiance. Et j'assistais véritablement, j'en termine, à un moment, à un autre colloque où finalement on nous rappelait un peu la création d'Emmaüs France, on nous rappelait des propos qui étaient tenus par le cofondateur, donc j'ai, là c'est vrai que ça me vient en vous parlant, mais j'ai oublié le nom, qui était aux côtés de l'abbé Pierre, et il disait à l'abbé Pierre, ce n'est pas ce que vous allez faire pour moi qui va me faire changer, c'est qu'à un moment, vous m'avez tendu la main et vous m'avez fait confiance. Vous avez cru en la perfectibilité de l'homme. Bon, je crois que c'est une bonne conclusion.